Bonjour, le sens au travail est un des aspects majeurs du management aujourd'hui. Nous en observerons l'aspect qui concerne l'action des structures et surtout sa formulation et le sens qu'en perçoivent les partenaires et les acteurs de l'action. Mais avant cela, pour parler de sens, connaissez-vous les San, qu'on appelle aussi les Bushmen, cette tribu qui vit en Afrique australe et qui vit essentiellement de cueillette et de chasse. Ce sont d'excellents chasseurs, de redoutables chasseurs. Il y a quelques années, un journaliste occidental interrogea l'un d'eux au cours d'un documentaire pour lui demander la chose suivante. Dans votre activité, dans la chasse, qu'est-ce qui compte le plus ? Votre habileté au tir à l'arc, votre résistance physique qui vous permet de les poursuivre, ces animaux, pendant des jours, votre courage qui permet d'affronter quelquefois des situations dangereuses, votre science de la trace et des habitudes de vie des animaux. Rien de tout cela, répondit le San. Le plus important dans la chasse, c'est la faim. Mais pourquoi formuler le sens de l'action de l'entreprise de façon très explicite ? D'abord parce que c'est un facteur de motivation auprès des agents. C'est aussi un facteur d'engagement. La cohésion n'est jamais aussi optimale que lorsque tout le monde sait pourquoi et tout le monde a la même représentation du pourquoi ils sont là. C'est aussi un facteur de motivation, c'est un facteur de protection contre le stress, c'est un facteur d'appartenance des agents, autant d'éléments qui sont capitaux dans le management de l'entreprise. Mais pour commencer, une question. Quel est le sens de l'action, de la structure dans laquelle vous travaillez ? Mais au fait, quand on parle de sens, de quoi parle-t-on ? Bien, le plus simple, c'est de se référer au dictionnaire et en l'occurrence, le Larousse nous explique que le sens, c'est la raison d'être d'une structure, ce qui justifie son action, ce qui l'explique. Alors, raison d'être, finalité, valeur, ce qui justifie et explique l'action d'une structure dans le monde du travail, où doit-on trouver ces éléments ? Et qu'en est-il ? Le sens de l'action d'une structure doit se trouver dans son énoncé de mission. Et c'est cet énoncé de mission qui doit permettre aux acteurs, aux partenaires, aux bénéficiaires de l'action de comprendre le sens de cette action. Mais dans les faits, qu'en est-il vraiment ? Dans la réalité, la mission est souvent confondue avec deux choses, au moins. Les objectifs qui sont attendus d'un poste, réduire ou augmenter un délai d'attente, un chiffre, une marge, mais ça n'est pas une mission, c'est un objectif. C'est aussi confondu avec la description d'une tâche, le déroulement d'une fonction. Vous aurez à effectuer telle ou telle tâche. Ça n'est pas une mission, c'est un énoncé de tâches qui concerne généralement une fiche de poste. La mission d'une structure ou d'une fonction est généralement donc décrite lorsqu'elle l'est comme une liste de tâches définies. Les conséquences sont connues, une vision réductrice et mécanique du rôle et par là même une perte de sens. Pour illustrer ceci, je vous propose d'écouter Yves Morieux. Yves Morieux est directeur associé au Boston Consulting Group, un groupe de consultants qui conseille les plus grandes entreprises de la planète. Dans l'exemple qui va suivre, Yves Morieux va nous décrire trois effets perturbateurs par rapport au sens. Un, la mesure. Il faut absolument tout mesurer, tout doit pouvoir se mesurer. Deux, la clarté. Tout doit être clair, c'est le fameux qui fait quoi. Et puis le troisième, que chez les anglo-saxons on appelle accountability et qu'on peut traduire en français par responsabilisation. Qui est responsable de quoi ? Vous verrez au terme de ces trois exemples que la fin peut se confondre avec les moyens. Eh bien, clarté, accountability, measurement, ça passe complètement à côté du sujet. Et c'est même contre-productif. Je vais vous le démontrer. Prenons un effort collectif. Le meilleur que je connaisse, ça reste la course de relais 4 x 100 mètres. Finale, championnat du monde, féminin, 8 équipes en finale. Les favoris, ce sont les Américaines. Notamment si on les compare à une équipe moyenne, les Françaises, sur la base de leur meilleure performance individuelle sur 100 mètres, les Américaines arrivent 3,2 mètres devant les Françaises. Et cette année, les Américaines sont en super forme. Sur la base de leur meilleure performance de l'année, elles arrivent 6,4 mètres sur la ligne d'arrivée avant les Françaises quand on additionne leur temps individuel sur 100 mètres. Alors on va voir la course. Ça, c'est les Américaines, la Française. Les Belges au couleur numéro 1. Plus fort, on n'entend rien. Les États-Unis donc au 3, les Russes au 4 avec Fyodorova, Tabakova, Kislova et Kruglova. L'Ukraine au 5, la France au 6, la Jamaïque au 7 et l'Allemagne à l'extérieur. Ouais. Voilà, c'est parti, Patricia Girard
pour l'équipe de France. Patricia qui va aller chercher Muriel Urtis. Elle est partie comme une folle, Patricia. Allez, allez, attention, voilà, c'est assuré, c'est passé. Muriel Urtis dans la ligne opposée contre les États-Unis avec Kirsty Gaines. Muriel dans la ligne opposée qui fait l'effort, qui revient. Allez, c'est super Muriel, faut passer à Sylviane. Oui, ça passe. Sylviane aussi. Allez, Sylviane dans le relais. Sylviane dans le virage. Sylviane Urtis, Sylviane Félix qui se bat. Qui va chercher Christine. Allez, Christine. Allez, Christine Arnaud. Allez, 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 Christine Arnaud. Contre les États-Unis, ça va être juste par les boîtes. Allez, Christine, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça va passer. Elle est championne du monde. Championne du monde. 41-78. Record pulvérisé. Les Français. Donc, quand vous entendez cette phrase, grâce à la coopération, le tout vaut plus que la somme des parties, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la philosophie, c'est des maths. Hein. Celles qui portent le bâton sont plus lentes, mais leur bâton est plus rapide. C'est le miracle de la coopération. Et qu'arrive-t-il à ce miracle quand la Sainte Trinité, clarté, mesure, accountability apparaît? Clarté. Alors, les rapports de consultants sont pleins de regrets quant à l'absence de clarté. Et il faut clarifier. Quels sont les rôles? Il faut clarifier les rôles, clarifier les process, clarifier les périmètres de responsabilité. Mais regardez si les coureurs se posent la même question. Soyez clair, chef. À quel moment mon rôle commence réellement et à quel moment mon rôle finit réellement? Après 96 mètres, 97, 98, 99, si vous répondez à cette réponse, c'est clairement 97 mètres, eh bien les gens lâcheront le bâton après 97 mètres, qu'il y ait quelqu'un pour le prendre ou pas. Le accountability, après la clarté, le accountability. Qui est accountable pour les process? Qu'est-ce qui est fondamental dans la course de relais? C'est aussi le passage du bâton. Mais alors, si le passage de bâton, c'est si fondamental, il faut avoir quelqu'un de clairement accountable pour le passage de bâton. Donc, entre chaque coureur, on va maintenant avoir un nouvel athlète en charge de prendre le bâton de l'une, de le passer à l'autre. Et là, on aura une interface claire. On aura une ligne de responsabilité claire. On saura sur qui taper si ça s'est mal passé. Nous, on ne gagnera jamais la course. La mesure. On a travaillé avec Christine Aron. Et elle nous a dit, vous savez, tout le monde pense que c'est moi. Mais en fait, non, ce n'est pas ça la vraie explication. La vraie explication, c'est bien sûr, j'ai couru très vite. Mais c'est en grande partie grâce à Sylviane Félix, sa manière de passer le bâton. Vous savez, pour bien passer le bâton, il faut le passer au bon moment, à la bonne vitesse, dans la bonne main. Mais l'énergie que vous mettez dans votre bras pour faire ça, elle n'est pas dans vos jambes. Donc elle vient au détriment de votre performance mesurable, votre vitesse individuelle. Regardez la course au ralenti, juste brièvement. Regardez Sylviane Félix, comment elle alloue son effort entre ses jambes, ce qui serait formidable pour sa propre vitesse, et ses yeux, pour bien voir, sa voix, ses bras, son cerveau, son attention, sa concentration. Cette énergie qui était dans son bras, dans ses cordes vocales, cette attention qu'elle a mise, elle n'est pas dans ses jambes, cette énergie. On a une quantité finie d'énergie, celle qu'on met dans les bras, dans les cordes vocales, dans les yeux, dans le cerveau, elle n'est pas dans les jambes. Et où est-ce qu'elle fait une super différence? Dans ces jambes-là. Mais quand ces jambes-là courent aussi vite, est-ce que c'est qu'elle a fait un super effort, Christine Aron, ou grâce à la troisième coureuse? Il n'y a aucune mesure objective sur Terre qui vous donnera la réponse. Et si on évalue les gens uniquement sur leur performance mesurable, what gets measured gets done, eh bien les gens mettront leur effort dans ce qui est mesurable. Et fini la coopération, le bâton ralentira ou tombera. Voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette vidéo que je vous engage à regarder dans son intégralité sur Internet. Pour aujourd'hui, que peut-on retirer? Eh bien que les éléments qui sont donnés et qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire ceux avec quoi on peut confondre la mission, les objectifs, c'est-à-dire la mesure, les définitions de tâches, qui fait quoi et quelle responsabilisation, peuvent, quand on leur donne une importance excessive ou quand on ne cite que, peuvent très vite venir se substituer à la véritable finalité, le sens de l'action.
eh bien le risque est grand de prendre les moyens pour la fin. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui peut nous aider à donner et à rendre à ces trois éléments, clarté, mesure, responsabilité, leur juste place et à les empêcher de prendre le sens de l'action d'une structure? Eh bien c'est justement une parfaite maîtrise de cette action et une parfaite maîtrise de l'énoncé de mission de cette action. C'est une parfaite connaissance de la raison d'être, de la valeur, de ce qui justifie l'action de l'entreprise. Et dans le cas présent, la mission des coureuses était évidemment de gagner la course. Qu'en est-il de la mission de nos structures? Eh bien, pour observer cet élément-là, je vous propose de nous intéresser au mot « mission ». Mais alors, la mission, c'est quoi? Là aussi, je vous propose de nous référer au dictionnaire, c'est le plus simple. Et le Larousse nous dit en l'occurrence que le mot « mission » a deux définitions. La première, c'est la charge qui est donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Mais intéressons-nous surtout à la deuxième, c'est le but élevé, le devoir inhérent à une fonction, à un rôle, à une attribution et à l'utilité sociale qu'on lui attribue. On voit donc l'importance de ne pas confondre ces deux définitions et surtout, de ne pas se limiter à la première. Pour mieux comprendre, prenons quelques exemples d'énoncés de mission qui observeront chaque fois un angle et puis l'autre. Le premier exemple est celui d'un hôpital, et en l'occurrence celui d'un service de traumatologie. Observons l'énoncé de mission de ce service sous l'angle description de tâches, et il nous dit que l'unité de soins est une unité de 20 lits permettant la prise en charge globale des victimes par une équipe multidisciplinaire le plus tôt après leur admission, comprenez après l'arrivée aux urgences. Le deuxième énoncé de mission, celui qui est rédigé après un certain travail sur cet énoncé de mission, justement pour passer de la description de tâches au sens, eh bien, l'équipe a déterminé qu'en tant que composante du programme de traumatologie, l'unité de soins contribue à donner aux victimes issues des phases de soins aigus la meilleure orientation post-hospitalière possible en vue de leur réinsertion sociale. Et on comprend bien qu'on n'envisage pas les choses de la même manière suivant qu'on raisonne description de tâches ou raison d'être. Observons maintenant l'énoncé de mission de deux directions des ressources humaines différentes. La première a choisi d'exprimer le sens et l'énoncé de mission à travers ce résumé. Notre mission principale est la gestion de la carrière des agents et le recrutement. La seconde a choisi de le formuler ainsi. Notre mission est d'aider la structure à remplir sa mission, d'assurer le leadership en gestion des ressources humaines pour permettre aux agents de développer leur plein potentiel. Notre mission, c'est aussi de favoriser un environnement de travail sain, juste et équitable pour offrir aux agents des possibilités de développement et attirer et retenir les meilleurs employés. Et enfin, nous agissons comme experts conseils et partenaires en développant des solutions qui répondent aux besoins des gestionnaires, des intervenants et des agents en matière de GRH. Voilà deux options qui permettent de formuler le sens et on comprend parfaitement qu'on ne va pas du tout envisager les choses de la même manière en termes de management, suivant que l'on prend la première option, la gestion de la carrière des agents, ou la deuxième option, permettre aux agents de développer leur plein potentiel. Mais comment définir une mission à travers un énoncé de mission? En matière de sens, un énoncé de mission doit donc exprimer une finalité. Mais pour être clair et compréhensible, on ne peut exprimer cette finalité seul. On doit trouver un certain nombre d'éléments tels que les interacteurs, les partenaires, les acteurs, un contexte qui vont permettre de comprendre l'intégralité ou la globalité d'une situation pour mieux percevoir le sens de cette action. Enfin, à tous les niveaux, chaque acte doit pouvoir s'y inscrire. En quoi ce que je fais contribue-t-il à la finalité de l'action, de la structure dans laquelle j'évolue? Le sens dans sa formulation doit aussi être évolutif. Nous verrons ce que ça inclut. Au-delà d'expliquer le comment, l'énoncé de mission doit surtout dire et répondre à la question pourquoi, à quoi cela sert-il? Je vous propose d'observer un exemple à travers celui d'un service des archives, et en l'occurrence des archives d'une préfecture. Que nous dit l'énoncé de mission de cette structure? Le service des archives de la préfecture, en lien étroit avec les services producteurs et les archives départementales, et là c'est la formulation de qui et avec qui ce service travaille, contribue à trois choses. La bonne gestion des services, assurer la fourniture de preuves à l'État et aux citoyens, et permet la bonne conservation de la documentation historique. Ça, c'est quoi? Ce qu'ils font. Il assure un rôle d'animation et d'accompagnement des services en matière de traitement des archives et agit comme un expert conseil en développant avec eux des solutions qui répondent à leurs besoins. C'est le comment. Et enfin, à leur côté, on revient à la notion de partenaire,
Le service des archives de la préfecture assure la protection de la mémoire de ces institutions dans l'intérêt public. Et ça, c'est le pourquoi. Et à quoi cela sert-il? En résumé, l'énoncé de mission doit exprimer un contexte, un environnement, des acteurs, des interacteurs, les moyens avec lesquels on va travailler et surtout, le pourquoi, la finalité de l'action de la structure. Alors à propos de formulation du pourquoi, je vous propose d'observer deux exemples d'entreprises très connues, en commençant par la SNCF. Selon vous, quelle formulation du pourquoi, quel énoncé de mission la SNCF retient? 3 propositions, à vous de décider, de juger, de voir celle qui vous semble le plus fidèle à l'action de la SNCF. Première proposition, en tant qu'entreprise publique, le cœur de notre mission est de déployer une mobilité fluide et de porte-à-porte partout et pour tous. Deuxième proposition, assurer à notre clientèle confort, sécurité et ponctualité sur l'ensemble de notre réseau. Troisième proposition, faire de la SNCF le numéro 1 des transports de passagers en France. Eh bien, la bonne réponse, la formulation que la SNCF retient, c'est qu'en tant qu'entreprise publique, le cœur de notre mission est de déployer une mobilité fluide et de porte-à-porte partout et pour tous. Première observation, à aucun moment dans cet énoncé de mission, il n'est question de train, de réseau, de voies, de gare. L'accent est mis sur la mobilité et la fluidité. Et comment ça se traduit? Il n'y a qu'à observer un site internet et sélectionner quelques horaires de déplacement et vous verrez que la SNCF vous propose quoi? Pas seulement le train, mais aussi des options de trajet en bus, en voiture, en covoiturage, etc., etc. Va vous proposer ici des hôtels, des locations de voitures qui vont avec le terme de mobilité. Deuxième exemple d'entreprise mondialement connue, Toyota, avec 4 propositions. Numéro 1, devenir le premier constructeur mondial de véhicules automobiles. Numéro 2, être leader dans la fabrication de véhicules respectueux de l'environnement. Numéro 3, faire de la marque la référence en matière d'automobile. Et numéro 4, rendre les déplacements sûrs. Selon vous, quelle est la définition du pourquoi de l'action de Toyota? Eh bien, il s'agit de rendre les déplacements sûrs. Et là aussi, on peut noter qu'aucune allusion, à aucun moment, on ne cite le mot automobile. Pourquoi? On a vu tout à l'heure qu'un énoncé de mission devait être évolutif. Aujourd'hui, c'est l'automobile essentiellement. Mais Toyota sait qu'un jour, ça ne sera plus l'automobile, et ce n'est d'ailleurs de moins en moins l'automobile, et que le véritable problème, un peu comme la SNCF, le véritable enjeu, c'est le déplacement et la sécurité, la sûreté de ces déplacements. Et là aussi, on peut voir ce que ça amène en matière de raisonnement et les répercussions que ça peut avoir dans la manière de manager les structures. Pour terminer, le sens de l'action d'une structure ne doit pas se limiter à celui de la structure en général. Il doit aussi pouvoir se décliner dans chacune de ces entités, chacun de ces services ou départements, et l'énoncé de mission de chacun de ces départements doit pouvoir s'articuler avec celui de ses partenaires internes. On le trouvera aussi formulé dans une fiche de poste qui va non seulement formuler la liste des tâches à accomplir, mais aussi la finalité, le pourquoi de l'action de ce poste. Et enfin, s'il est une fonction qui doit impérativement porter un pourquoi, et ce pourquoi doit être parfaitement clair aux yeux de celui qui l'incarne, c'est celle de manager, parce que c'est lui qui va donner le ton en la matière, et il est le garant, le porteur du sens de l'action de cette structure. Dans ce domaine, le cas de Dominique Pont est très intéressant. Dominique Pont est directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, clinique qui est régulièrement classée parmi les meilleures en France. Écoutons-le exposer le sens qu'il donne à son métier de manager. Expliquez-nous ce que vous faites pour être auprès de vos collaborateurs et des personnes. En fait, Pasteur, c'est 1400 personnes. Bon, je ne connais pas tout le monde individuellement, c'est vraiment impossible. Mais je mise tout, vraiment absolument tout, sur les gens. Donc, quand on dit qu'on mise tout sur les gens, c'est-à-dire qu'on mise sur une forme de confiance qu'on leur fait, confiance qu'on leur donne et confiance de ce qu'eux vont nous apprendre. Donc, par rapport à ça, je fais à peu près entre 70 et 75 réunions par an, jour et nuit avec le personnel. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans une année. En plus de ça, pour essayer de m'immerger, de comprendre et de ressentir
ce qui se passe sur le terrain. On va dire 5-6 fois par an, je fais des sortes d'immersions où je vais passer une journée brancardée. Je vais passer une journée en restaurant, à la restauration, à la plonge, en cuisine. Je vais à la stérilisation, laver les instruments avec les gens, avec les opérateurs. Je vais aider à la toilette au lit avec des aides-soignants, etc. Donc ça, au début, il y a 3 minutes, on dit « ouais, est-ce que c'est pas des magots, nanana, tout ça ». Mais au bout de 3 minutes que vous passez avec les gens, c'est terminé ça. Le seul sentiment qui reste, c'est que moi, j'apprends à leur contact. C'est-à-dire que j'apprends et eux sont fiers de me montrer ce qu'ils font de magnifique. Et j'ai vécu des expériences, mais belles à pleurer, de voir ces gens profondément investis de mission, qui mettent une dimension éthique, morale, un amour des patients ou un amour de leur travail, qui donne un souffle pas possible à l'entreprise. Et donc moi, mon job, c'est d'aller constater ça, d'échanger avec eux. Ils me disent aussi ce qu'ils déconnent. Hein. Ils me disent, vous devriez changer ceci, cela. Et c'est super ça. Et mon rôle à moi, c'est de témoigner de ce que j'ai vu de ces héros du quotidien. Et en faisant ça, de proche en proche, les gens, après, peuvent être maîtres de leur destin. Et moi, je pense que le rôle du manager, ce n'est pas de déterminer le destin collectif, c'est de leur restituer leur capacité à prendre leur destin en main. Et pour faire ça, il faut aller le plus possible au contact. J'aime beaucoup cette notion, et c'est la première, je pense que beaucoup de managers pourraient s'inspirer, c'est de parler de ses collaborateurs comme des héros du quotidien. Je trouve que c'est une belle expression et c'est quelque chose qui... je trouve que c'est... Ah, mais c'est le cas. Hein. Voilà, il n'y a pas très longtemps, je vais vous raconter une petite anecdote assez récente. Il n'y a pas très longtemps, je faisais une immersion dans un service de cancérologie. Et il y a une personne qui est ce qu'on appelle une socio-esthéticienne, c'est-à-dire qu'elle travaille avec les patients pour tout ce qui est perte des cheveux, avec les femmes justement, où l'appréhension de leur corps qui se dégrade un peu, quelque chose de compliqué. Et donc j'ai suivi une patiente, c'était une dame très stressée qui avait un cancer et très stressée et qui focalisait sur ses mains qui pelaient. Et toute son angoisse était focalisée là-dessus, elle était devenue obsessionnelle là-dessus. Et donc j'ai suivi cette dame dans sa consultation avec la socio-esthéticienne de la clinique Pasteur. Et pendant une demi-heure, elle lui a juste passé de la crème sur la main, lui a expliqué, lui a donné des conseils de pommade. Elle lui a caressé la main pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, cette dame, elle avait retrouvé confiance dans la vie. Il s'était passé quelque chose de profondément magnifique. Je vous le dis, j'avais les larmes aux yeux. Je l'entends bien. J'avais les larmes aux yeux de me dire, mais c'est ça que je dois apprendre, moi, dont le rôle c'est d'influencer, etc. Ce que je dois apprendre, c'est de m'apercevoir, de me rendre compte, de valoriser et d'aimer les gens qui font ça sur le terrain. Parce que ça, c'est magnifique. Voilà. J'entends. Et c'est tout simple comme expérience. Et partout, on peut faire ça. Et moi, en second rideau, j'ai appris aussi ce que ça voulait dire être manager. Et manager, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire constater que les gens sur le terrain sont magnifiques et les gens font un travail fantastique. Reconnaître ça en vrai, pas dans du PowerPoint en assemblée générale, sur le terrain, je pense que ça a du sens et pour elle et pour moi. Bien sûr. Voilà, cet épisode s'achève et nous espérons que vous y aurez trouvé quelques clés pour mieux formuler, faire comprendre peut-être l'action de votre entreprise plus en détail. Bref, donner du sens à votre organisation. Merci.